9h. Yorana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement tente de minimiser les effets inflationnistes de la crise. Il dévoile son bouclier anti-inflation, augmentation des retraites, revalorisation du SMIG. On vous explique tout dans un instant. Les efforts se poursuivent pour sécuriser le centre-ville de Papeete. La police municipale, la DSP et la ville unissent leurs forces. Tous les mercredis après-midi, un dispositif dissuasif est en place pour éviter les rixes. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont retrouvés pour un débat de l'entre-deux-tours aux allures de revanche de 2017. Difficile de savoir combien de téléspectateurs polynésiens étaient devant leurs écrans, mais ce rendez-vous démocratique était décisif entre le président sortant et la candidate du Front National. Éduquer les enfants à l'éco-citoyenneté est possible avec un peu de volonté. L'école Farahenoui en a même fait sa priorité et propose des projets ludiques pour 23 élèves de CM1. Et nous poursuivons notre voyage à Ahé avec notre Aïfinois. Ce soir, on vous présente Verohia, un jeune homme aux multiples talents. Il est copraculteur courageux à seulement 24 ans. Nouveau train de mesures du gouvernement pour affronter l'inflation. 2% pour les retraites de la tranche A au 1er mai et une nouvelle augmentation du SMIG. Au moins 159 092 francs par mois au lieu de 155 973 francs. C'est ce qui est prévu, mais le montant exact sera communiqué la semaine prochaine. Une obligation légale qui sera supportée par le patronat. Les explications de Cybèle Plichard et David Chang. Le SMIG augmenté d'au moins 2% au 1er mai. La revalorisation du salaire minimum se confirme. Mais le chiffre officiel n'est pas encore complètement déterminé. Rien d'anormal selon la ministre de l'Emploi qui se donne encore une semaine. Les discussions portent notamment sur trouver le juste équilibre entre la lutte contre la vie chère, mais également la relance économique. Il faut revaloriser, de toute façon, nous n'avons pas le choix, le SMIC, mais pour autant, il ne faut pas mettre en péril les entreprises qui embauchent. Sauf que l'augmentation du SMIG est étroitement liée à l'indice des prix à la consommation. Et il est en constante augmentation depuis le mois de janvier. L'indice du mois de février a fini par dépasser le seuil de référence. L'augmentation automatique du SMIG aurait pu être déclenchée le mois suivant, dès le mois de mars. C'est ce que dit ce texte de loi. Mais visiblement, le gouvernement temporise. Ce ne sera ni en mars ni en avril, mais seulement en mai. Il n'y a qu'un arrêté du Conseil des ministres qui peut constater non seulement l'augmentation des prix et qui peut décider de revaloriser le SMIC. Mais c'est dans la loi, c'est obligatoire. C'est mécanique, mais ça ne veut pas dire que c'est mécanique immédiatement. Alors on va dire que il y aura eu un petit délai entre l'ajustement du SMIC à l'évolution des prix. Un délai qui n'est pas pour déplaire aux patrons. Pour eux, c'est le signe que le gouvernement comprend le problème que cela poserait aux entreprises. Surtout après une première augmentation décidée par le pays en décembre dernier. Le problème, c'est qu'il y a quantité d'entreprises qui ont des marchés, qui sont calés sur les salaires minimums, quels que soient les secteurs. Ça peut être dans le bâtiment, ça peut être dans le gardiennage, et que ces entreprises sont incapables de répercuter dans leurs prix, parce qu'ils ont des marchés aujourd'hui qui ne sont pas forcément révisables, incapables de répercuter dans leurs prix cette augmentation de charges. L'augmentation du SMIG pourrait par ailleurs entraîner un effet cascade sur les autres salaires, sans compter l'inflation qui ne semble pas prête de s'arrêter. Un véritable casse-tête pour les autorités du pays. Sachez aussi que l'indice des fonctionnaires augmente de 1,5 point. Quant aux agents non fonctionnaires de l'administration, leurs salaires ont déjà été relevés le 1er mars dernier. Alors que les agressions par des groupes de jeunes se multiplient, un partenariat police nationale, police municipale et pays fait l'objet d'une convention. Un gage de sécurité, notamment au centre-ville de Papeete, où le mercredi après-midi, les attroupements sont nombreux. Un dispositif dissuasif est mis en place depuis plusieurs semaines. Caroline Fari, Teivaribé. Papeete, un mercredi après-midi, une soixantaine de fonctionnaires de police nationale et municipale sillonnent les points chauds pour éviter les rixes. Ici, au parc Paofai, point de rencontre de la jeunesse, des activités récréatives sont assurées sous haute surveillance.
faut pas pédaler ici, hein. Comme c'est piéton, faut marcher. Le truc, c'est que ça trouve bien Merci. Ça fait depuis quelques temps qu'on travaille en partenariat aussi avec la DPDJ qui mettent en place des ateliers pour attirer justement et intéresser ces jeunes sur cette zone-là. Ceux qui viennent pour s'amuser sont là, ils sont intéressés par diverses actions qui sont menées. Et les autres ne font que passer et continuent leur chemin et se retrouvent très souvent ailleurs en ville. Un partenariat entre autorités centralisées au PC de la police municipale de Papeete. Ici, on travaille de concert, un avantage à la fois logistique et juridique. Nous sommes en présence d'un individu qui était en possession de sticks de cannabis. Il a été intercepté par la patrouille sur place. Là. Mais les avantages, c'est qu'on a un lien beaucoup plus rapide pour pouvoir envoyer nos patrouilles les deux institutions. En même temps, ça nous permet, en matière judiciaire, d'avoir un appui juridique. Nous avons, nous, certains pouvoirs qui nous sont dévolus par la loi, mais eux ont d'autres pouvoirs qui leur permettent d'arrêter et de conduire au poste certaines personnes, chose que nous ne pouvons pas faire. Des véhicules de police sont postés aux endroits stratégiques de la ville. Surtout, on fait des points stratégiques où ils sont souvent rassemblés. Ce sont des endroits comme les gares routières, en face du Liberty. Ensuite, nous avons celle proche de la mairie. Le dispositif dissuasif est en place. Les esprits malveillants n'ont qu'à bien se tenir. Il milite pour les mêmes causes depuis toujours, depuis 1986 exactement pour les ressources marines. Oscar Temaru remet aussi la dette nucléaire sur la table, car si Emmanuel Macron a bien reconnu que la France avait une dette envers la Polynésie, pour le leader indépendantiste, les avancées sont inexistantes et il n'est même pas convaincu que le gouvernement central la paiera un jour. Le président du Tavini, Huir Atira, répond à Teivaribé. Moruo fait partie de Renouï. Ça aussi, je veux que notre pays soit indépendant pour que la France paye ce qu'elle doit payer. Oui. C'est surtout pour développer durablement ce pays avec nos projets des États fédérés de Renouï. Je dis que c'est un prêt de 1000 milliards qu'il faudrait faire pour développer ce pays. Le nucléaire est un des thèmes choisis pour l'ultime débat organisé par la rédaction. On en parle dans un instant. Mais d'abord, 5 ans après leur premier face-à-face, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont retrouvés ce mercredi pour un nouveau débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Un face-à-face attendu, parfois tendu, aux enjeux forts pour les deux candidats. Le pouvoir d'achat, les prix de l'énergie, l'Europe, le réchauffement climatique, l'école. À grand renfort de chiffres et de nombreuses piques verbales, les deux finalistes à la présidentielle ont confronté leurs projets très divergents sur de multiples sujets. Certains d'entre vous l'ont peut-être suivi en direct, d'autres le regarderont ce soir. Le débat présidentiel du second tour est traditionnellement l'un des rendez-vous les plus importants de la campagne. Ce matin, les QG des soutiens à Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient mobilisés. Natacha Silagi, Jérôme Lee. Il y a ceux qui sont privés de débat pour raisons professionnelles. Vous n'allez pas pouvoir regarder le débat présidentiel ce matin? Et malheureusement, non. C'est dommage. Vous allez le regarder en différé ou... Oui. J'aurais bien voulu suivre ce débat qui, j'en suis persuadé, sera intéressant puis va permettre à beaucoup de gens de se déterminer. Vous étiez privé de débat ce matin quand même. Voilà, tant pis. On doit travailler nous aussi. Bonne journée. Mais dans les permanences, les militants de la première heure sont au rendez-vous du débat du second tour. Pas question de manquer ça. C'est important de connaître les personnes déjà, de connaître l'individu en lui-même. Et ils défendent leur projet chacun. Donc oui, c'est important. Qui c'est qui est meilleur pour l'instant? Macron. Bien sûr, Emmanuel Macron. Moi je vote Emmanuel Macron samedi, oui. Et toi? Moi oui aussi. Voilà. Pouvoir d'achat, retraite, sécurité, écologie. Les thèmes ont été minutieusement définis et les candidats parfaitement préparés. Je crois que c'est primordial aussi de soutenir notre champion parce qu'on est fiers de sa manière déjà d'aborder le débat en ce début de débat. Il a salué Madame Le Pen, elle ne l'a pas fait.
Ce sont des petites choses comme ça qui montrent aussi la nature humaine et le cœur, effectivement, et ça compte beaucoup pour les Polynésiens. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères. Débat de bonne tenue de l'avis des deux camps, avec des attaques ponctuelles qui n'ont pas empêché les deux candidats de parler de leur programme. Marine, elle est extraordinaire, là. Rien à voir avec 2017, là, elle est sereine, elle est magnifique, la France va gagner avec elle. On a remarqué que Marine Le Pen est relaxe par rapport à Macron, qui n'arrive pas, à mon avis, à répondre tout ce que Marine Le Pen dit. Elle est bien là. Au début, elle était un peu tendue, j'ai senti qu'elle était un peu tendue. Maintenant, je sens qu'elle déroule. Elle déroule. Et on sent d'ailleurs que Emmanuel Macron, sur certains points, perd pied. Petit entraînement aussi avant le débat de ce soir, histoire d'affûter ses arguments. Je pense qu'on essaiera ce soir de montrer aux Polynésiens comment est-ce qu'ils sont concernés aussi par ces grandes mesures à l'échelle nationale, car contrairement à ce qu'on peut penser, nous sommes très concernés par cette élection présidentielle. Je pense qu'il faut qu'on débatte sur nos projets communs. C'est ce que je cherche, le programme. Quelle influence le débat présidentiel aura-t-il sur les abstentionnistes et les indécis? Réponse dans 4 jours. Vous l'aurez compris, ce soir, les soutiens locaux vont défendre leurs idées. Lucille Guichet-Tirao, sur quel sujet allez-vous confronter vos invités? Ce soir, nous évoquerons la question du nucléaire, qui reste un sujet sensible en Polynésie. Et les Polynésiens continuent d'avoir de grandes attentes auprès du chef de l'État par rapport à ce dossier. Nous parlerons changement climatique également, thématique un peu éclipsée lors de la campagne du premier tour, mais ô combien importante, notamment pour les populations du Pacifique, particulièrement exposées. Également la question des relations internationales, qui est une prérogative importante du président de la République. Quid de l'axe Indo-Pacifique et de la place de la France dans le Pacifique, de ses relations diplomatiques avec ses voisins asiatiques et anglo-saxons. Enfin, les invités auront une carte blanche à la fin de l'émission, une thématique de leur choix sur laquelle ils pourront s'exprimer librement. Ce soir, ce sera Éric Minardi qui représentera Marine Le Pen du Rassemblement national et Teva Rohfritsch pour Emmanuel Macron de La République en marche. Projet contre projet, programme contre programme, afin d'éclairer autant que faire se peut le choix des électeurs samedi. Merci Lucille, le rendez-vous est pris. 19h30 pour le débat en tahitien, 20h20 en langue française. Et à une époque où l'on parle de plus en plus de pollution, sensibiliser les enfants aux questions d'écologie est une des priorités de l'éducation. Cela en est une, en tout cas pour l'école Farahenoui. L'apprentissage de plusieurs gestes écologiques ou encore le rôle du rahui dans la préservation des ressources. La mission de transmission a été confiée à l'association Tamari Pointe des Pêcheurs. C'est une rentrée éco-citoyenne pour cette classe de CM1. À l'occasion, Wayat, 9 ans, fait une découverte polluée. J'ai appris qu'il y avait une île aux déchets qui s'appelle le 7e continent et que pour moi c'est incroyable car cette île fait plus grande qu'un pays, environ 6 fois plus grande que la France. Après l'atelier tri des déchets, les apprentis écolos sont sensibilisés à propos du rahui et des espèces marines protégées de manière ludique. Les requins, c'était une espèce interdite de pêcher parce qu'ils sont en voie de disparition. Tout très intéressant parce que c'est pour nous, pour apprendre et pour connaître les animaux. Pour l'avenir. Oui. Leur avenir se trouve loin là-bas. Insoucieux pour le moment, c'est autre chose qu'ils guettent. Est-ce que tu as vu quelque chose déjà? Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Des dauphins. Où ça? Là-bas. De la naissance à l'âge adulte, en passant par la reproduction, on leur dit tout sur les cétacés. Alors il y a des mammifères terrestres et il existe aussi des mammifères marins. L'objectif, sensibiliser dès le plus jeune âge à la protection de l'environnement et de la vie sous-marine. Ils sont plus réceptifs peut-être par rapport à ce qu'on leur dit dans chaque atelier. Et puis oui, c'est vrai, c'est un âge où
On va dire qu'ils assimilent assez mieux les connaissances. De plus en plus, on remarque qu'il y a quand même des incivilités, beaucoup d'incivilités, sur tous les domaines, je dis bien sur tous les domaines. Donc on essaye justement par le biais des élèves, par les billets des groupes que nous recevons, d'apporter notre savoir déjà, d'apporter un message. Chaque atelier dure 45 minutes à 1 heure, assez pour les éclaircir sur l'importance de la nature, car ce sont eux les garants d'un meilleur avenir. Hokulea et Hikianalia voguent vers Tahiti. Les pirogues traditionnelles ont pris le large aujourd'hui sur Kealaikahiki, une route maritime ancestrale de 4600 km. Elles sont attendues au Fénois pour participer au sommet mondial sur le climat prévu du 14 au 20 mai. Les marins profitent aussi de ce long voyage pour former l'équipage à la navigation et aux rites culturels. Elles devraient arriver le 10 mai, sous réserve bien sûr des conditions météorologiques. Une rencontre à présent avec un jeune copraculteur. Il s'appelle Verohiam Eifano et il a 24 ans. Habitant de Ahé, il met fin à sa scolarité à 17 ans pour soutenir ses parents dans leur quotidien et pour subvenir aux besoins de la famille. La copraculture reste l'activité principale et vous allez le voir dans ce reportage, elle n'a plus aucun secret pour le jeune homme. Les images sont signées Marcel Bonneau. Ces paniers-là, ce sont pour des gros morceaux. Chez nous, on dit ça, c'est les morwati. Ce sont des cocos qui sont déjà séchés naturellement dans la noix de coco. Quoi. Bon, maintenant, on va se diriger vers le tas. La cocoterie familiale est son terrain de jeu. Il y connaît chaque recoin. Le bruit de la hache dans les cocos est sa seule musique. Verohia, 24 ans, dépense toute son énergie ici. La technique, la connaissance, il les possède grâce à ses capacités d'observation et son envie d'apprendre. Ce qui m'a donné l'envie de faire ce métier-là, c'est plutôt quand j'ai regardé des anciens reportages il y a longtemps, c'était vis-à-vis de mon grand-père. Si jamais vous voulez voir ce reportage, vous allez sur Internet, vous recherchez poussière de corail. Et vous verrez le reportage, il est pas mal quand même. Ça fait des années maintenant. Selon la météo, le coco peut rapporter gros. À force de courage, le jeune homme sait qu'il peut en vivre avec la persévérance pour leitmotiv. Pour faire ce métier-là, il faut vraiment vouloir déjà. Il faut avoir un moral d'acier quand même aussi. Parce que si tu n'as pas un moral d'acier, déjà, tu ne pourras pas casser un coco. Au moins un, ça sera déjà génial. Sa mentalité de fer fait la fierté de ses parents. Dernier d'une fratrie de 4 enfants, il est le seul à être encore dans le cocon familial. Mais sa présence n'est pas un poids, bien au contraire. Tout ce qu'on a fait, moi et le papa, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Moi, je ne vais pas cacher la vérité. Voilà. Parce que sans lui, on est obligé d'embaucher. Tu vois, on est obligé d'embaucher quelqu'un pour nous aider. Alors que lui, non, pas du tout. C'est notre enfant et on donne notre savoir, on partage notre savoir. Et voilà, moi je dirais que c'est une fierté. La famille, c'est l'amour sans regret, sans amertume, le calme dans la vie, l'affection paisible et sans remords. Auprès des siens, Verohia sait que l'avenir est plus serein dans ce refuge qu'est son motu. Le SMIC brut fixé peut-être à 159 092 francs pacifiques au 1er mai. C'est l'information principale du jour. Le chiffre réel sera acté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Une mesure pour lutter contre les effets de l'inflation. 2% aussi d'augmentation sur les retraites de la tranche A dès le mois prochain. Quel est le rôle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique? Réponse demain dans votre matinale radio. Angélique Nyoma, députée gabonaise, sera l'invitée café. Et après, Éric Minardi, la dépêche de Tahiti, fait sa une sur toujours l'élection présidentielle, mais avec cette fois
Une interview du soutien d'Emmanuel Macron en Polynésie, le sénateur Te Varufric. À suivre sur la première, le débat de l'entre-deux tours avec les soutiens des deux candidats à la présidentielle. Puis on vous emmène dans le Versailles de l'Espagne musulmane, Madina Al-Zahra, la cité perdue d'Al-Andalus. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Très belle nuit. Portez-vous bien. On se quitte en images. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.